Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors dans ce numéro, on va faire un petit bilan sur Pathfinder 2. Donc comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant une petite vingtaine d'heures qu'on a entamé une campagne, la malédiction du Grand Vert, campagne qui se situe dans l'univers de Golarion, voilà, qui est une campagne que j'ai écrite moi-même. Avec une table on a d'abord été 4 joueurs, et puis finalement un 5e larron est venu se joindre à la troupe. Donc il y a 5 joueurs qui participent, et ça va être l'occasion pour moi de vous livrer un peu mon ressenti sur Pathfinder 2, puisque voilà, c'était notre galop d'essai, on va dire. Alors, on va commencer peut-être par ce que j'ai trouvé qui fonctionnait plutôt bien dans le jeu. Donc, ce qui fonctionne bien dans le jeu, c'est l'intérêt tactique des combats. Ça marche très bien, notamment avec le nouveau système des 3 actions, qui permet à chaque joueur de segmenter, et finalement d'arriver presque à faire 3 propositions au lieu d'une. Donc c'est beaucoup plus riche en termes d'action et de possibilités, surtout, voire de réaction, de ce que peuvent faire les joueurs. Alors ça nécessite quand même de jouer avec des battle maps. C'est possible de jouer sans, mais ça complexifie énormément la chose. Et puis, si c'est très intéressant par rapport aux possibilités que cela offre aux joueurs, il y a un petit coût quand même à payer, c'est la longueur, puisqu'en fait, bien souvent, les joueurs, lorsqu'ils entament leur phase de déclaration, n'ont pas leurs 3 actions en tête, voire certaines de leurs 2e ou 3e actions sont déterminées par la résolution de la première. Donc de ce point de vue-là, ça a tendance un tout petit peu à alourdir le jeu. On arrive quand même à quelque chose d'assez fluide, et surtout quelque chose d'intéressant tactiquement, où on peut vraiment tirer parti déjà de toutes les compétences, les dons, les habilités des joueurs, et puis également faire intervenir le décor. Autre point très important, du fait que la règle des attaques d'opportunité est changée par rapport à la version 1 de Pathfinder, on a des combats beaucoup plus mobiles. Et ça change tout, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première version de Pathfinder, dès lors qu'on était au contact, finalement, peu de joueurs couraient le risque de rompre le contact, parce que c'était une attaque d'opportunité à chaque fois, voire même de se déplacer dans la zone de l'adversaire. Et donc ça, c'était peu engageant, et ça donnait souvent des combats qui, au bout d'1 ou 2 rounds, après la phase d'approche, donc il peut prendre un round pour les combattants, et puis peut-être j'allais dire les gens un peu satellites autour, tels que les voleurs, certains gens qui ont des sorts d'attaque à distance. Au bout d'1 ou 2 rounds, ils finissaient par venir également, et puis après on avait quelque chose quand même d'assez statique, avec du rouler de dés, et de la guerre un peu de pourcentage, quoi, d'efficacité. On a un peu l'impression de se trouver sur une finale de Roland-Garros avec 2 Suédois, et pam, pam, on se renvoie la balle comme ça, jusqu'à ce que la jauge de points de vie diminue, et qu'on arrive à une issue en termes de combat. Il faut savoir également que moi j'ai utilisé les decks de coups critiques concernant les combats, et les decks de fumble. Les fumbles, il n'y a pas trop eu lieu. Les coups critiques, ça marche plutôt bien. Bon, ils ont raison quand même de les réserver. Normalement, c'est réservé pour les joueurs et pour éventuellement les némésis, les ennemis très importants, parce que c'est assez mortel. La règle de base sur Pathfinder 2, les coups critiques, c'est multiplié par 2, tout simplement. Et là, on a des choses beaucoup plus handicapantes, souvent avec la cible qui prend une condition débilitante, plus des fois des par 3, des fois, voilà, c'est assez violent. Donc je pense que c'est sage de le réserver aux joueurs et aux gros méchants, aux gros ennemis. Alors, au-delà des combats, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu lié, ce qu'on remarque aussi, toujours dans les choses qui me plaisent vraiment dans ce jeu, c'est le fait que chaque classe de personnage est suffisamment bien buildée pour présenter vraiment un intérêt pour les joueurs, avec des choses à faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a moins de classes un peu
qui sont, vous savez, ces classes que les joueurs prennent et puis finalement ils se rendent compte que dans la partie, confrontés à l'adversité du scénario, ils n'ont pas beaucoup de possibilités, où ils sont essentiellement sur des choses que leur personnage ne sait pas bien faire, etc. Et au bout d'un moment, de rater des jets, de rater des actions, ça grève un peu la partie. Dans les choses toujours positives, en termes de maître de jeu, moi je préfère de loin les stat blocks des nouveaux monstres qui sont beaucoup plus faciles à appréhender et à mettre en scène que la V1, où la V1 pour certaines créatures commence à y avoir beaucoup de descriptifs. Alors c'était riche, il y avait certes des possibilités, mais ça nécessitait vraiment quasiment d'avoir révisé avant le combat pour savoir ce que vous aviez faire de votre créature. Sinon, en fait, vous passiez un petit peu à côté de la spécificité de la créature. Et du coup, bon, là encore, hein, si on passe à côté des spécificités d'attaque de certaines créatures, finalement, c'est juste un nombre de points de vie. Voilà, on retombe dans le côté un peu statistique et un peu gênant. Dans les choses qui marchent bien encore, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement c'est assez facile pour le maître de jeu. Moi je suis resté dans cette campagne-là sur l'univers de Golarion, mais c'est quand même assez facile de construire des scénarios et des choses qui ont du sens, où on est bien dans les tropes du jeu. Voilà, on a quelque chose de fluide qui fonctionne bien. Idem, toujours quelque chose que j'apprécie, les sauvegardes, notamment les sauvegardes face à la magie. Là, c'est assez simple, hein, il y a quasiment une règle de base qui s'applique tout le long, à savoir sauvegarde ou demi-dégâts. Et puis après, il y a quelques entorses à la règle. Mais c'est un peu plus streamliné que dans la première édition, où là, à chaque fois, c'était un peu différent quand même. Je pense que de souvenirs, ça variait quand même beaucoup plus. Et c'était un petit peu plus complexe à gérer pour le maître de jeu. Intéressant également les histoires, vous savez, de conditions par rapport à la visu de vos adversaires en combat, à savoir hidden, donc qui va procurer un bonus au personnage qui est hidden, non remarqué, unnoticed, où là vous savez même pas que la créature est là, etc. Alors ça c'est à la fois très bien et c'est un peu plus difficile à mettre en place, puisque nous jouons en virtuel. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des angles de vue à chaque joueur. Donc lorsqu'on arrive sur la battle map, chacun des personnages, en fait, sur son écran, n'en voit qu'une partie. On a mis ensuite au point, en 2 temps d'ailleurs, parce que la première fois c'était pas terrible, donc je suis revenu là-dessus. On a mis au point une petite règle concernant les rotations. Donc maintenant, parmi les 3 actions, on peut utiliser une action pour se tourner, et ça permet aux joueurs de pouvoir observer la totalité de la scène. À savoir, maintenant, on est sur du 190 de vision de base, sachant que normalement, le truc scientifique, c'est 110, parce qu'après, on passe en mono-oculaire, donc on n'a plus comme on n'est plus en binoculaire, on n'a plus trop la notion du relief. Bon, j'étais parti là-dessus, et puis ça occasionnait trop de temps mort pour les joueurs, etc. Là, avec du 190, c'est pas mal, parce que de temps à autre, les joueurs sont obligés d'utiliser une action pour se retourner, pour voir un peu les choses, pour prendre conscience où ils sont dans la scène. Mais la plupart du temps, ils peuvent quand même agir, et surtout, ça ramenait de la fluidité, puisque ils pouvaient penser, élaborer avant leur tour de jeu leurs 3 actions beaucoup plus facilement que lorsqu'ils n'avaient qu'un angle de 110, et où finalement, s'ils commençaient par faire une rotation, ils avaient envie derrière de changer leur déclaration, et donc de réfléchir à nouveau à ce qu'ils allaient devoir mettre en place, parce qu'ils découvraient soit une partie du décor, soit des adversaires cachés, etc. Donc c'est bien, c'est un peu chaud pour le MJ, parce que du coup, il faut, lorsqu'une créature disparaît de la vue des personnages, il faut la faire glisser sur la couche du maître de jeu. Bon, là du coup, j'ai dû vraiment prendre une souris pour pouvoir être un peu plus rapide et faire ça sans qu'il y ait trop de perte de temps. Mais d'une manière générale, ce système-là est plutôt quelque chose de bien, qui fonctionne et qui
fait, je pense que ça rend les combats vraiment plus intéressants. Alors on va passer maintenant aux choses que j'ai moins aimées moi dans le jeu. Encore une fois, on a une petite vingtaine d'heures de pratique, donc peut-être qu'il y a des choses qui évoluent avec en même temps que la courbe d'apprentissage de la table. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionnait un peu moins bien, c'est qui pourtant paraissait très bien sur le papier, notamment quand on est maître de jeu et qu'on veut élaborer des scénarios qui sont pas que avec du combat machin, c'est ce qu'ils appellent la phase d'exploration. Alors la phase d'exploration, c'est souvent au cours de déplacements et ça permet, ils ont essayé d'amener du gameplay là-dedans, à savoir les personnages peuvent être proactifs autrement que par de la simple narration qui est un peu toujours délicate à gérer pour l'MJ, parce que si c'est pas encadré par des règles, bon bah ok, il me dit ça, mais du coup, comment j'en tiens compte, etc. Là, il y a des actions qui sont proposées. Le petit souci, c'est que pour l'instant, en tout cas à la table, j'ai eu beau avoir tendu quelques perches sur plusieurs passages où moi j'avais pensé que les joueurs, c'était idéal pour tel type de joueur d'enclencher telle action, ça a rarement été fait. La chose qu'on a vu le plus, c'est le voleur qui finalement va essayer de mettre en branle sa capacité de stealth ou de vigilance, qui va lui permettre, au cas où il y aura un contact, de bénéficier sur son jet d'initiative, de maximiser ses bonus, puisqu'il a plus en stealth qu'en perception pure et dure. Donc voilà, donc ça peut être vu comme un avantage ou un travers, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, ça engage à maximiser le truc et à finalement n'envisager la phase d'exploration que sous l'aspect il vaut mieux que je fasse ça quand même si c'est un peu étrange par rapport au contexte, parce que ça me permettra d'attaquer avec un bonus. C'est de bonne guerre, hein, le jeu est basé là-dessus. Voilà. Du coup, pour le reste, je suis pas sûr que ça amène grand chose. Alors peut-être encore une fois hein, qu'on ne maîtrise pas suffisamment, mais je m'attendais à mieux sur le papier, et c'est pas le cas. Dans les choses encore qui moi me gênent un peu, c'est même en essayant de donner du rythme, de demander par exemple aux joueurs de tirer et leur jet d'attaque et leur jet de dégâts en même temps, on a des combats qui sont encore un peu longs. Alors certes intéressants tactiquement, mais un peu longs. Et je dois dire que côté joueurs, moi j'en ai parlé avec les joueurs, c'est assez intéressant pour eux, parce que eux ils sont vraiment sur le qui-vive, à élaborer de la tactique, à réfléchir à leurs actions, à ce qu'ils vont pouvoir faire, etc. Côté maître de jeu, quand vous avez plusieurs créatures à faire avancer, et que les combats durent un peu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus éclatant en termes de maître de jeu. Bon, vous les faites, mais c'est pas super exaltant. Ce que le système de combat ne garantit pas, c'est de la narration. À savoir, on est beaucoup plus dans la tactique, donc les joueurs vont d'abord réfléchir. Et même à bas niveau, là, puisqu'ils sont au niveau 3 actuellement, ils sont passés du niveau 2 au niveau 3, même à bas niveau, cette histoire de morceler le round en 3 actions et de faire des déclarations tactiques met les joueurs dans un état d'esprit où ils sont sur de la réflexion méta-jeu, tiens, je vais utiliser tel don, et puis derrière je ferai ma double attaque circulaire, etc., etc. Et bien souvent, ça se fait au détriment de la narration, même si c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué la narration au combat, parce qu'au bout d'un moment, bon, décrire les coups c'est un peu fastidieux, surtout quand on n'est pas des spécialistes des armes d'ast ou quoi que ce soit, donc finalement on retombe souvent dans les mêmes cas de figure, mais disons faire vivre un peu les émotions du personnage, l'état d'esprit qu'il a, les peurs qu'il peut ressentir, l'exaltation, ça reste, je pense qu'il y a des crans à prendre là-dessus pour être plus dans le roleplay. Bon, ça a toujours été le souci, quel que soit le jeu, hein, ce problème-là.
je dois dire que si c'est très intéressant au niveau tactique, là-dessus, on ne progresse pas beaucoup. J'en viens même à me dire que le bon vieux combat Theater of the Mind offre plus de possibilités pour aller dans ce sens-là. Par contre, en diminuant un peu, effectivement, les options tactiques, etc. Dès lors, en fait, que vous mettez une map, je pense que ça change un truc mentalement. Le logiciel des joueurs, il change. Et du coup, on s'éloigne de la proposition de récit, de construction de récit, de quelque chose de narratif. Voilà. Autre souci, moi je trouve, alors encore une fois c'est un point de vue de maître de jeu, je trouve que les personnages sont vite très forts. Là voilà, encore une fois on joue des personnages de 3e niveau, alors je sais bien que c'est le but, c'est quelque chose d'héroïque, etc. J'imagine ce que ça va être à haut niveau, surtout que le jeu prévoit quand même, d'ailleurs dans les campagnes officielles, c'est cette fois-ci les campagnes, le but c'est d'aller vraiment du niveau 1 jusqu'au niveau 20, ce qui n'était pas le cas dans les campagnes écrites pour la première version du jeu. Là je me dis que j'imagine bien ce que peut être un combat au niveau 15, et je me dis que ça va encore, je pense, prendre d'écran, aller dans un sens qui, moi, me paraît pas forcément trop intéressant à développer. À savoir, toujours cet écueil des jeux à niveau, où, même si là, c'est un peu mieux fait en termes d'attaque spéciale pour les créatures, on reste quand même sur une logique de sac à points de vie, et j'enlève des points de vie. Alors plus je suis fort, plus je peux en enlever beaucoup en même temps. Malgré tout, plus mes adversaires en ont, et plus les combats vont durer. Voilà, de ce point de vue-là, c'est un trope complètement différent, par exemple, d'un jeu comme RuneQuest, ou enfin tous les jeux du basique, où en fait, quelle que soit l'expérience de votre personnage, votre nombre de points de vie, il évolue, mais un tout petit peu. Et vous êtes très vite, je crois que maxi une 20aine de points de vie, ce qui fait que les armes ayant un dégât fixe, alors il peut être modifié ce dégât par les circonstances, par la force de vos adversaires qui manient les armes ou leur habileté. Malgré tout, une épée longue, elle va faire toujours le même nombre de dégâts, et vous n'avez pas vos points de vie qui augmentent. Donc en fait, c'est toujours aussi dangereux. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour maintenir de l'intérêt à la partie. Là, les joueurs sont dès le niveau 3 très forts, et du coup, peut-être ça enlève une dimension de réflexion où on se dit assez vite quand on est joueur, finalement, j'ai un combattant, j'ai un tape dur, j'ai un frappe fort, allons-y, on rentre dans le tas et on verra après. Ça n'est pas, je pense, un jeu qui engage trop à l'élaboration de solutions autres que le combat. D'ailleurs, c'est encore quelque chose que je mets dans le... Alors, c'est pas un point négatif, puisque ça fait partie du jeu. C'est quand même, et d'ailleurs, les règles sont faites pour ça, un jeu qui place le combat au centre de l'affaire. Alors c'est compliqué ce ratio, moi j'ai l'occasion d'en discuter assez souvent avec un ami qui est à la fois joueur sur la partie. C'est vrai que c'est compliqué parce que on aime bien les combats, surtout quand on fait du Medfan, on peut pas rester 10 séances non plus sans qu'il y ait un combat, à faire que du roleplay. Malheureusement le dosage il est pas toujours évident à trouver. Pour le maître de jeu, c'est pareil. Dans l'écriture de scénario, c'est bien de développer des intrigues, de développer du roleplay, de challenger les joueurs avec autre chose que le combat. Mais ça reste le moment quand même quand vous dites on tire l'initiative. Ça reste le petit frisson, ça reste le petit plus, ça reste le moment qu'on attend à la table. Alors, peut-être est-ce lié aussi au fait que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous jouons en table virtuelle sur des séances qui sont d'un format qui est loin d'être idéal, puisque nous, on joue des parties de 3 heures, sachant que c'est plutôt 2h40 que 3 heures qu'on joue entre le moment où on se connecte et puis le petit moment à la fin où il reste 10 minutes, donc on ne va pas entamer une nouvelle scène importante, etc. Eh bien, dans ce format-là, c'est difficile pour le maître de jeu d'arriver à équilibrer sa séance de manière à ce qu'il y ait un petit peu de tout, surtout quand vous avez des combats qui prennent assez vite 45 minutes.
Vous voyez, parce que ça fait déjà presque la moitié, enfin un bon bout de la séance qui est grévé par le combat. Donc c'est compliqué de trouver le rythme, c'est compliqué de faire la mise en scène. Alors, j'en viens aux choses qui m'ont un peu moins plu sur le jeu, même si je persiste à penser que le jeu est quand même très très bien fait. Hein. J'ai vraiment un a priori plutôt positif sur le jeu, y compris face à la V1, si je le compare à la V1 de Pathfinder, et puis si je le compare à tous les DD5, Advanced D&D, DD3, DD 3.5, Héros et Dragon, enfin voilà, tous ces jeux qui sont un peu dans la même, construits sur le même SRD en fait. Alors, ce qui me gêne un peu, ce que je trouve difficile à gérer, c'est qu'il y a énormément de jets de dés à faire, de jets secrets par le maître de jeu. Alors ça nécessite plusieurs choses. Donc déjà, une chose est sûre, il faut vraiment que vous fassiez une table avec en colonne chacun de vos joueurs de la table et d'avoir leurs ajustements pour pouvoir tirer tous les jets secrets à leur place. Vous n'aurez pas le temps, même si vous donnent une copie de leur personnage, d'aller chercher sur leur personnage et de voir qu'ils ont plus 8 en perception, par exemple, etc. Vous n'aurez absolument pas le temps de faire ça. Déjà, en ayant cette table sous les yeux, c'est chaud. C'est chaud parce que ces tirages, vous devez les faire pendant que vous êtes en phase de description, de narration, etc. Et ça complexifie un peu le truc. Alors d'un côté c'est bien, hein, le maître de jeu, vous n'avez pas une seconde à vous, franchement, à aucun moment il y a des temps morts pour le maître de jeu, mais on est quand même très souvent à tirer du dé, à faire de l'ajustement, tout en écoutant ce que disent les joueurs, en répondant à des questions ou en faisant des descriptions, et ça c'est pas simple. C'est pas simple à gérer, et ça nécessite une attention et une tension nerveuse assez importante de la part du maître de jeu. Je vous dis, n'essayez même pas si vous n'avez pas cette feuille-là, parce que là, le jeu va être haché, d'autant plus que si vous êtes obligé à chaque fois, si vous n'avez rien du tout, et que vous êtes obligé à chaque fois de demander à tel joueur, tiens, t'as combien en bonus de perception? Alors là, c'est fini, vous enlevez tout le côté surprenant de la chose. Parce que oui, non seulement il faut tirer les tirages, mais il faut pour certains en tenir compte, du type, si quelque chose se déclenche derrière, ah bah oui, mais à cette créature, est-ce qu'il l'avait repéré, est-ce qu'il ne l'avait pas repéré, etc. Donc c'est une gymnastique qui est loin d'être fluide, qui est intéressante pour ce qu'elle amène à la table, mais qui est loin d'être fluide, et qui a un peu une limite. Enfin, moi, je trouve que c'est une limite en termes de jeu. D'ailleurs, j'ai regardé la semaine dernière un petit podcast de No Direction. C'est les deux Perram et je sais plus comment s'appelle, Ryan Costello, deux blogueurs qui sont spécialisés sur Pathfinder depuis des années maintenant. Ils avaient même été invités d'honneur à la Gen Con. Ils ont un podcast où vraiment ils ont détaillé, je crois, tous les ouvrages, fait des critiques, etc. Souvent ils parlent de jeux, comment résoudre telle situation, etc. Là, ils commencent à faire aussi des retours sur l'édition 2, et il y a un des deux qui pense quand même, enfin d'après lui, c'est plus difficile à masteriser que Pathfinder 1. Alors je vois bien ce qu'il veut dire par là. C'est vrai qu'à Pathfinder 1, c'est plus compliqué pour les joueurs. C'est plus compliqué par rapport au nombre d'informations lorsqu'il choisit de faire du build de personnages, au nombre de dons, etc. Surtout si vous jouez avec un peu tous les suppléments qui sont sortis. Là, ça devient l'usine à gaz. Les joueurs peuvent s'y perdre des heures, des jours, des mois pour aller choisir le bon don, etc. Ça donne lieu des fois à des combos où là, il faut réfléchir 2-3 minutes. Alors, est-ce qu'il peut combiner ça avec ceci? Dans ce cas, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, c'est puissant quand même, etc. Par contre, pour le maître de jeu, au-delà de la difficulté des stat blocks des monstres qui sont moins pratiques et qui demandent, je pense, plus de préparation, pour le reste, je pense que c'est beaucoup plus fluide. Il y a moins de choses à gérer et effectivement, c'est peut-être plus simple à mener Pathfinder 1 que Pathfinder 2, qui nécessite des petits changements, des petits ajustements, et c'est aussi pas forcément sur des choses auxquelles, lorsqu'on est maître de jeu, on est habitué, pas des choses qu'on est habitué à faire.
Du coup, voilà, c'est un peu aussi quelque chose qu'il faut voir si ça vous convient. En fait, il faut tester le jeu pour voir si ça vous convient. Et dernier point, mais là c'est pas lié au jeu, enfin c'est lié au jeu, mais c'est indirect, il faut juste le savoir avant. Justement, j'en discutais avec mon ami, c'est dans la proposition de jeu. Donc dans la proposition de jeu, alors c'est vrai qu'on peut moduler la chose, hein, on peut enlever une part de la magie si on veut quelque chose d'un peu plus Sword and Sorcery, on peut enlever les races si on veut quelque chose de plus humano-centré pour faire un décor un peu plus proche et rester dans quelque chose qui, voilà, sur la vérisimilitude, et côté chevalerie, en dosant le fantastique. Malgré tout, la proposition de jeu, on reste quand même sur, et je pense que c'est fait exprès, hein, encore une fois, c'est pas un reproche aux jeux, c'est une constatation, on reste sur une proposition où le combat est central, où quel que soit le personnage que vont builder les joueurs, la partie fun, elle est sur les combats. Et si je compare par exemple à des jeux comme Mithras, vous avez des scénarios entiers où en fait il n'y a pas de combat, où lorsqu'il y a un combat, c'est que les joueurs se sont mal débrouillés. Encore une fois, parce que la mortalité est très importante, parce qu'avec cette histoire de localisation, vous prenez 2 coups dans le bras, bah vous êtes manchot, donc forcément votre personnage, vous n'avez pas envie de le voir dans cet état-là, donc vous réfléchissez avant d'aller au combat. Là, on reste dans la logique du D&D-like, à savoir, de toute façon, mon personnage, il est fait pour vivre des aventures et pour faire des combats. Et même, je dirais, lorsque j'ai un peu de niveau, même au niveau 3, 4, eh ben je sais que les premiers rounds de combat, finalement, quoi qu'il advienne, que mes déclarations soient bonnes ou mauvaises, etc. Bon, alors je peux avoir des conditions vraiment débilitantes qui fassent basculer très vite le combat en ma défaveur ou en ma faveur, selon ce que je vais mettre en branle. Malgré tout, on a quand même beaucoup de trucs où on se dit, bon bah là, de toute façon, j'ai tant de points de vie, donc je sais que je peux prendre 3, 4, voire plus coups avant de commencer à être inquiété. Et ça, c'est pareil, ça enlève peut-être un peu du charme. Encore une fois, le problème, c'est l'équilibre. Si on est dans des jeux où au moindre coup d'épée, vous fendez le personnage en deux, là aussi, ça va être compliqué de faire des scénarios, et a fortiori, ça va être compliqué de faire des campagnes. Voilà un petit peu où on en est, où j'en suis sur la réflexion de ce jeu. Donc un très bon jeu. Moi je le mettrais très très haut hein, par rapport à tous ces jeux là dans cette même veine. C'est clair qu'il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'intérêt tactique, beaucoup plus de fun que sur du Héros et Dragons ou du D&D 5. Encore une fois, c'est très subjectif. Ça dépend aussi ce que vous attendez à la table, mais enfin. Moi, je trouve, et je pense que les joueurs aussi, puisque en parallèle, 1 semaine sur 2, on fait du D&D 5. Et voilà, je sais pour en avoir discuté avec le meneur qui mène sur D&D 5 que lui, il a l'air assez d'accord aussi pour dire qu'effectivement, c'est un peu plus intéressant quand même le Pathfinder 2. C'est moins limitatif, voilà. Mais voilà, on reste dans une proposition traditionnelle, donc un très bon jeu, mais qui va orienter quand même vos parties dans un certain sens. Donc une fois de plus, hein, comme disent certains, le système de jeu, il est important. Alors il y a certainement aussi peut-être moyen d'écrire des scénarios qui ne vont pas dans ce sens. Bien sûr, hein, je tiens en compte le fait que c'est aussi parce que ma campagne elle a été écrite de cette façon-là. Ceci dit, même si vous faites des efforts pour essayer de challenger vos joueurs autrement que par du combat, il n'en reste pas moins que le jeu il est centré autour du combat. Et que donc il va falloir à un moment ou à un autre en faire, parce que sinon vous passez à côté du jeu. C'est comme si vous faites un jeu de space opéra et qu'il n'y a pas de voyages spatiaux. Ça, on peut le faire, hein, on peut faire que de l'enquête dans un jeu de space opéra, et au bout d'un moment, vos joueurs vont vous dire, mais pourquoi on ne fait pas du Cthulhu ? Si c'est pour faire de l'enquête, Cthulhu ou autre. Hein, voilà. Donc c'est là que j'en suis dans mes réflexions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.